Curtis Cohen comprenait le compromis. 8 années de mariage avec Laurel lui avaient appris cela. Il avait appris à ignorer les remarques acerbes de sa belle-mère Catherine lors des dîners du dimanche. À faire semblant de ne pas remarquer comment le visage de sa femme se durcissait chaque fois qu'il suggérait de passer Noël avec sa famille à lui. Il avait accepté que son éducation modeste, une mère célibataire, un appartement de 2 chambres à Queens, des bourses qu'il avait fait passer par un collège d'État, serait toujours un point noir aux yeux de Catherine Kane. Mais il n'avait jamais compromis sur son fils. Ethan, âgé de 6 ans, était la seule chose pure dans la vie de Curtis. Le garçon avait les yeux sombres et l'esprit curieux de son père, posant toujours des questions sur le fonctionnement des choses, sur la raison pour laquelle le ciel changeait de couleur, sur l'endroit où les étoiles allaient pendant la journée. Curtis se voyait dans cet émerveillement, se rappelait avoir eu cet âge avant la mort de son propre père, avant que le monde ne devienne compliqué et cruel. Le studio de photographie que Curtis possédait à Brooklyn traversait une période difficile ces derniers 7 ans. Mais il se disait que c'était temporaire. Le travail commercial payait les factures, portraits d'entreprise, photos de produits pour des startups, mariages occasionnels. Les projets artistiques qui lui tenaient ça vraiment à cœur vivaient dans un portfolio qu'il ouvrait rarement désormais. Laurel appelait cela un hobby d'affaires. Et Catherine ne manquait jamais une occasion de lui rappeler que sa fille aurait pu épouser Tyler Ashford, dont la famille possédait la moitié de l'immobilier dans le Connecticut. Curtis avait rencontré Laurel lors d'un vernissage il y a 7 ans. Elle avait 24 ans, belle de cette manière polie que les femmes riches cultivent, riant avec des amis devant ses photographies. À l'époque, il exposait son travail, croyait encore pouvoir percer en tant qu'artiste. Elle l'avait approché, semblait sincèrement intéressée par sa vision, sa technique. Il s'était marié dans l'année. Il aurait dû remarquer les changements plus tôt. Comment Laurel était devenue plus froide après le mariage. Comment les visites de sa mère étaient devenues plus fréquentes, plus intrusives. Catherine n'avait jamais approuvé le mariage, avait clairement fait comprendre qu'elle considérait Curtis comme un chasseur de fortune. Bien que le fonds en fidéicommis de Laurel reste verrouillé sous le contrôle de sa mère, le contrat prénuptial que Catherine avait imposé le rendait explicitement clair. En cas de divorce, Curtis partirait avec rien, pas la maison dans laquelle il vivait, achetée avec l'argent de Catherine, pas la garde d'Ethan, que les avocats de Catherine avaient veillé à ce qu'il reste avec le parent le plus stable. Rien, c'était un mardi, le 14 février, quand le monde de Curtis s'effondra. Il était resté tard au studio, travaillant sur un shooting pour un nouveau restaurant à Williamsburg. Le chef voulait des photos sombres et dramatiques de ses plats, et Curtis avait passé des heures à régler l'éclairage. Son téléphone vibra vers 20h, un message d'Audrey O'Connor, la voisine qui vivait 2 portes plus loin. « Curtis, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu dois voir ça. » La vidéo se chargea lentement, la main de Curtis tremblait tandis que l'image se précisait. Ethan, son fils, debout sur le porche en caleçon Spider-Man, pas de chaussures, pas de manteau. L'application météo sur le téléphone de Curtis indiquait 24 degrés précitants. Ethan cognait à la porte avec ses petits poings qui devaient être engourdis maintenant. Curtis pouvait voir la buée de son souffle, le voir pleurer, voir comment son petit corps tremblait. Depuis combien de temps était-il dehors? Du mouvement dans la vidéo, le rideau de la fenêtre du salon s'écarta. Le visage de Catherine Kane apparut, son expression se tordit en quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Elle riait, en fait, et à côté d'elle, regardant les bras croisés, il y avait Laurel. La vision de Curtis blanchit sur les bords, ses mains bougèrent en pilote automatique, composant le 911. Mon fils est enfermé dehors par des températures de négatives au 347 Maple Drive, Ridgewood. Il a 6 ans, pas de manteau, pas de chaussures. Envoyez quelqu'un maintenant. Il donna les détails mécaniquement. Déjà en route vers sa voiture, le studio était à 20 minutes de la maison. Trop long. Ethan pouvait mourir en 20 minutes. Curtis fit défiler ses contacts en courant, trouva un nom qu'il n'avait pas appelé depuis 3 ans, Hector Duke. Ils avaient assez grandi dans le même quartier de Queens, pris des chemins différents après le lycée. Curtis avait choisi l'université et les appareils photo. Hector avait choisi d'autres choses. Curtis, ça fait un bail. Hector, j'ai besoin de toi au 347 Maple Drive, Ridgewood. Tout de suite. Mon fils est en danger. Quel genre de danger? La voix de Curtis se brisa. Le genre qui nécessite quelqu'un qui se fout des lois. Silence. Puis, j'arrive dans 15 minutes. Qu'est-ce que je dois gérer? Ma femme? Ma belle-mère? Elles ont enfermé mon fils de 6 ans dehors. Il fait 24 degrés ici. Hector, dis rien de plus, je m'en occupe.
Curtis conduisait comme s'il essayait de tuer quelqu'un, lui-même, peut-être, ou l'univers qui avait mis son fils en danger pendant qu'il ajustait les réglages d'ouverture pour des pâtes artisanales. Il grilla de feux rouges, prit un virage si fort que ses pneus hurlèrent. Son téléphone sonna, numéro inconnu. M. Cohen. Ici le détective Raymond Cully. Police de Ridgewood. On a reçu un appel concernant votre fils. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que Ethan va bien? Il est en sécurité? Les paramédics l'examinent. Mais Abe, Cohen, qui diable avez-vous envoyé chez vous? Le cœur de Curtis battait la chamade. Que voulez-vous dire? On est arrivé et on a trouvé votre belle-mère et votre femme attachées avec des liens zip sur le canapé du salon. Un type qui n'a pas donné son nom, disparu avant qu'on puisse l'interroger, a apparemment forcé l'entrée, les a immobilisés et avait enveloppé votre fils dans des couvertures avec le chauffage poussé à 27 d'Otteteron. Il a laissé un mot disant de rien et il était parti. Vos voisins ont vu une moto noire quitter les lieux. Curtis s'engagea dans sa rue. Voiture de police? Ambulance. Voisins regroupés sur les pelouses malgré le froid. Il abandonna sa voiture au milieu de la route et courut. Ethan était assis à l'arrière de l'ambulance, enveloppé dans des couvertures thermiques, en larmes. Quand il vit Curtis, il tendit les deux bras. « Papa !» Curtis attrapa son fils, le serra fort au point qu'Ethan protesta d'un petit cri. « Je te tiens, je te tiens. Tu es en sécurité maintenant ?» La paramédic, une femme nommée Osafina Mueller, d'après son badge, toucha l'épaule de Curtis. « Il va bien? Hypothermie précoce. Mais on l'a réchauffé assez vite. Il s'en sortira. Encore 10 minutes. Par contre, elle ne termina pas sa phrase. Combien de temps est-il resté dehors? D'après sa température corporelle et l'horodatage de la vidéo des voisins, environ 18 minutes. 18 minutes. Curtis regarda sa maison, vit Laurel et Catherine par la fenêtre. Une agente de police coupait les liens zip de leurs poignets. Catherine hurlait quelque chose. Le visage de Laurel était pâle. M. Cohen. Le détective Cully approcha, un homme trapu dans la cinquantaine avec des cheveux gris acier. « On doit vous poser des questions sur ce qui s'est passé ici. » Curtis croisa son regard. « Ma femme et sa mère ont enfermé mon fils dehors en caleçon quand il fait 24 de métier. J'ai appelé le 911. C'est tout ce que je sais. Et l'homme qui a immobilisé les membres de votre famille, je ne sais pas de quoi vous parlez. » Il étudia, puis jeta un œil vers la maison. « Votre femme prétend que votre fils se comportait mal. Elle dit l'avoir envoyé dehors juste une minute pour lui donner une leçon et qu'il a dû s'enfermer dehors par accident. » Curtis sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Plus froid que le vent de février. Ma voisine a une vidéo montrant ma belle-mère le regardant par la fenêtre, en train de rire. On a sécurisé cette vidéo. On enquêtera sur cela comme un possible mise en danger d'enfant. Teddy marqua une pause. « My M. Cohen, qui que soit votre ami, il a commis effraction et agression. Il a sauvé la vie de mon fils. Peut-être. Mais si on le trouve, bonne chance pour ça, dit Curtis calmement. Le détective soupira. Emmenez votre fils aux urgences. Faites-le examiner correctement. On reste en contact. Curtis porta Ethan jusqu'à sa voiture, tandis qu'il bouclait son fils sur le siège arrière. Laurel sortit de la maison, Catherine juste derrière elle. Curtis, c'est ridicule. Il n'était dehors que quelques minutes. Curtis se tourna. Ce que Laurel vit sur son visage la fit s'arrêter au milieu de sa phrase. « Ne dis pas, dit-il, ne dis pas un mot de plus. » Catherine s'avança, tout en indignation vertueuse. « Comment oses-tu parler à ma fille comme ça et envoyer un voyou pour nous agresser dans notre propre maison? Votre maison ?» corrigea Curtis. « Peu importe, n'est-ce pas? Catherine, vous en avez veillé? On pourrait te faire arrêter. » Curtis regarda cette femme, ce monstre qui avait ri pendant que son fils gelait, et sentit quelque chose de fondamental changer en lui, 8 années à avaler son mépris, sa cruauté, sa destruction décontractée de tout ce qu'il essayait de construire, 8 années à regarder Laurel choisir sa mère plutôt que lui, plutôt que leur fils, 8 années de compromis. Plus maintenant, allez-y, dit Curtis. Appelez la police? Oh, attendez, ils sont déjà là, et ils ont la vidéo d'Audrey vous montrant en train de rire pendant que mon fils suppliait d'entrer. Le visage de Catherine se raidit. Laurel attrapa le bras de sa mère. « Curtis, s'il te plaît, parlons-en à l'intérieur. Je vais emmener mon fils à l'hôpital. Quand je reviendrai, vous devez être partis toutes les deux. C'est ma maison, » hurla Catherine. « Alors vous pourrez expliquer à la police pourquoi vous étiez dans votre maison à regarder un enfant gelé à mort. » Curtis ouvrit la portière de sa voiture. 18 minutes. Laurel. Il était dehors pendant 18 minutes. La paramédic a dit que 10 de plus et il n'aurait peut-être pas survécu.
Il vit alors un éclat de quelque chose qui pouvait être de la culpabilité sur le visage de Laurel. Mais Catherine parlait déjà, le minimisant déjà. Il est dramatique. Le garçon allait bien, c'est une surréaction. Curtis monta en voiture et partit aux urgences. Pendant que les médecins examinaient Ethan, Curtis s'assit dans la salle d'attente et fit une liste. Pas sur papier, il n'était pas assez stupide pour laisser des preuves. Dans sa tête, il catalogua tout ce qu'il savait sur Catherine Kane et sa fille. Catherine contrôlait le fonds en fidéicommis de Laurel, valant environ 8 millions de dollars. Elle contrôlait la maison, les voitures, tout. Elle siégeait au conseil d'administration de 3 œuvres de charité, aimait être vue comme une philanthrope. Prospérait sur sa réputation de matriarche de la société, son mari, le père de Laurel, était mort il y a 10 ans, laissant tout à Catherine avec la stipulation que Laurel recevrait son héritage à 35 ans. Dans 3 ans, à moins que Catherine ne juge Laurel inapte, alors l'argent resterait sous son contrôle indéfiniment. Curtis s'était toujours demandé pourquoi Laurel laissait sa mère dominer tous les aspects de leur vie. Maintenant, il comprenait. Catherine tenait les cordons de la bourse et Laurel était terrifiée d'être coupée. Son téléphone vibra. « Hector, entendu que le petit va bien ?»« Bien ?» Curtis répondit. « Merci, on est quitte maintenant. Ne m'appelle plus sauf si tu es prêt à finir ce qu'on a commencé. » Curtis fixa ce message longtemps. Que signifiait finir? Un médecin sortit, tirant Curtis de ses pensées. « M. Cohen, Ethan va s'en sortir. Pas de dommages permanents? On le garde en observation pour la nuit, mais le pronostic est excellent. » Le soulagement submergea Curtis comme une vague. « Puis-je le voir ?»« Bien sûr. » Ethan était assis dans un lit d'hôpital, paraissant petit et fragile dans une chambre qui sentait l'antiseptique, et la peur. Il regardait des dessins animés à la télé murale, mais ses yeux étaient rougis. « Salut, mon grand. » Curtis s'assit au bord du lit. « Papa, j'avais si froid. Je sais, je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. J'ai essayé d'être sage. Grand-mère a dit que j'étais méchant, que je devais réfléchir à ce que j'avais fait, mais je n'avais rien fait. J'ai juste demandé plus de dessert. » Curtis sentit sa mâchoire se crisper. Que s'est-il passé ensuite? Grand-mère s'est vraiment fâchée. Elle a dit que j'étais gâté, que maman me gâtait, que je devais apprendre le respect. Elle a dit à maman de me mettre dehors. Maman a dit... La voix d'Ethan devint très petite. Maman a dit d'accord. Maman avait l'air contrariée. A-t-elle essayé de discuter? Ethan secoua la tête. Elle avait l'air fatiguée. Grand-mère fait tout le parler. Curtis lissa les cheveux de son fils. Tu n'as rien fait de mal? Ethan, tu comprends ça? Rien de ce qui s'est passé ce soir n'est de ta faute. Grand-mère est encore fâchée contre moi. Grand-mère ne s'approchera plus jamais de toi, je te le promets. Curtis le pensait, il ne savait pas encore comment, mais il pensait chaque mot. Il resta avec Ethan jusqu'à ce que le garçon s'endorme, puis sortit dans le couloir pour réfléchir. Son téléphone vibra à nouveau. Une autre vidéo d'Audrey. Curtis, j'ai plus de footage. Ma caméra de sécurité a capturé tout. L'horodatage commence à 19h44. Je pense que tu dois voir ça. Curtis regarda la vidéo 3 fois. 19h44. Catherine et Laurel dans le salon, se disputant sur quelque chose. Catherine pointant vers le plafond, probablement vers la chambre d'Ethan. 19h46. Laurel montant à l'étage. 19h38. Laurel descendant d'Ethan. Le garçon en pyjama. 19h49. Catherine parlant à Ethan, son visage en colère. Ethan commençant à pleurer. 19h50. Laurel déshabillant Ethan jusqu'à son caleçon pendant que Catherine regardait. 19h51. Catherine ouvrant la porte d'entrée. Ethan reculant, secouant la tête. Et 19h52. Catherine attrapant Ethan par le bras, le traînant vers la porte. 19h53. Ethan poussé dehors, la porte se fermant, la serrure tournant. 19h54 à 20h11. Ethan cognant à la porte, pleurant, essayant la poignée, ses mouvements devenant plus lents, moins coordonnés. Catherine vérifiant périodiquement la fenêtre, souriant. Laurel faisant les 100 pas, regardant son téléphone, regardant la porte, mais ne l'ouvrant jamais. 20h11, une moto noire s'arrêtant. Hector Duke, bien que son visage soit couvert, approchant du Porsche, vérifiant Ethan, l'enveloppant dans ce qui ressemblait à une couverture thermique de sa moto, puis enfonçant la porte d'entrée d'un coup de botte. 20h d'Ertan, Hector sortant, mettant Ethan sur sa moto, faisant rugir le moteur près de la maison, probablement pour chauffer la chaleur de la moto, puis portant Ethan à l'intérieur. 20h15, Hector sortant, fermant la porte, parti avant que la première voiture de police n'arrive à 20h17. 18 minutes de cruauté délibérée, tout capturé par la caméra.
Curtis envoya la vidéo à son propre téléphone, puis au détective Cully. C'est du système de sécurité de ma voisine. Chronologie complète des événements de ce soir. La réponse arriva en 5 minutes. Bon Dieu, on arrêtera votre femme et votre belle-mère demain matin. Mise en danger d'enfant. Mise en danger imprudente. On aura besoin de vous pour une déclaration. Curtis s'appuya contre le mur de l'hôpital et pensa aux lois, à la justice, à la différence entre les deux. Laurel et Catherine seraient arrêtées. Elles pourraient même être inculpées. Mais Catherine avait de l'argent, engagerait les meilleurs avocats. Ils argumenteraient que c'était une erreur momentanée de jugement, qu'elles avaient ramené Ethan à l'intérieur avant tout dommage réel, qu'elles étaient de la famille et que les familles font des erreurs. Les charges pourraient tenir, ou pas, même si condamnées, elles obtiendraient probablement une probation du service communautaire, une tape sur les doigts, et puis quoi? Elles seraient dehors, en colère, vengeresses. Catherine utiliserait son argent et ses connexions pour rendre la vie de Curtis un enfer. Elle se battrait pour la garde d'Ethan, le traînerait en justice pendant des années. Le contrat prénuptial signifiait que Curtis perdrait tout en cas de divorce. La maison, toute sécurité financière, peut-être même un temps significatif de garde avec son fils. Le système n'était pas conçu pour la justice. Il était conçu pour que des gens comme Catherine gagnent. Curtis pensa au message d'Hector. « Ne m'appelle plus sauf si tu es prêt à finir ce qu'on a commencé. » Il pensa à son fils à 18 minutes de la mort pendant que sa propre mère regardait. Il pensa à 8 années de cruauté de Catherine, à être traité comme s'il n'était pas assez bien, pas digne, pas même pleinement humain à ses yeux, et Curtis Cohen, qui avait toujours cru en faire les choses correctement, qui avait compromis et avalé sa fierté et joué selon les règles, sentit cette partie de lui mourir. Il prit une décision, le système pouvait avoir son tour, laisser la police les arrêter, laisser les avocats poser, laisser les roues de la justice tourner lentement et n'accomplir rien. Mais après ça, Curtis aurait le sien. Il ouvrit ses contacts, fit défiler jusqu'à un nom qu'il avait sauvegardé il y a 3 ans et jamais appelé Lance Conrad, un détective privé qui avait travaillé sur une affaire pour l'avocat de Curtis lors d'un litige contractuel. Lance avait trouvé des choses, des saletés sur des gens, des informations pas exactement obtenues par des canaux légaux. Le téléphone sonna 2 fois. Conrad Investigations. M. Conrad. Je m'appelle Curtis Cohen. J'ai besoin que vous découvriez tout, et je veux dire tout, sur 2 personnes, Catherine Kane et Laurel Cohen. Je veux savoir ce qu'elles ont fait, qui elles ont blessé, d'où vient leur argent, chaque secret qu'elles ont jamais enterré, peu importe le coût, c'est pourquoi. M. Cohen. Curtis regarda par la fenêtre son fils, dormant paisiblement pour la première fois ce soir-là. Préparation, dit-il. Je me prépare pour la guerre. Le lendemain matin, Catherine Kane et Laurel Cohen furent arrêtés à 6 heures. Curtis observa depuis sa voiture, tandis que des policiers les menaient dehors en menottes, Catherine hurlant sur les avocats et les droits. Et comment osait-il? Laurel, silencieuse et pâle, Audrey O'Connor se tenait sur son porche, bras croisés, regardant avec une satisfaction sinistre. Elle croisa le regard de Curtis et hocha la tête une fois. Ils avaient en parlé après que Curtis soit revenu de l'hôpital, Audrey expliquant comment elle sortait ses poubelles quand elle avait entendu Ethan pleurer, comment elle l'avait vu sur le porche, et avait immédiatement commencé à enregistrer. « Je t'ai appelé en premier », avait-elle dit, « parce que je sais comment fonctionne le système. La police prendrait son temps et ce garçon n'avait pas le temps. J'espérais que tu connaissais quelqu'un qui pouvait agir vite. » Curtis l'avait remercié, promis de minimiser son implication. Audrey était divorcée. Vivait seule avec 2 chats, travaillait comme infirmière à Mercy General. Elle avait vu assez de négligence et d'abus dans ses années aux urgences pour reconnaître les prédateurs quand elle envoyait « Des gens comme ta belle-mère », avait dit Audrey. Ils sont habitués à s'en tirer avec tout parce qu'ils ont de l'argent et des connexions. Ils pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. Parfois, quelqu'un doit leur montrer le contraire. Maintenant, regardant Catherine être poussée dans une voiture de police, toujours en train de hurler, Curtis ne ressentit rien, pas de satisfaction, pas de triomphe, juste un calcul froid. Le détective Cully approcha de sa voiture. Curtis baissa la vitre. Elles sont inculpées de mise en danger imprudente d'un enfant et de mise en danger criminelle. Le procureur pourrait ajouter plus après examen des preuves. Vous avez bien fait de porter plainte. Quand puis-je récupérer les affaires de mon fils de la maison? On doit la traiter comme une scène de crime d'abord. Donnez-nous 24 heures. K marqua une pause. M. Cohen. Je fais ce boulot depuis 26 ans. J'ai vu beaucoup de cas d'abus, beaucoup de parents qui blessent leurs enfants.
Mais je n'ai jamais vu quelqu'un regarder un enfant qui gèle comme votre belle-mère l'a fait dans cette vidéo. Comme si c'était drôle. C'est un monstre, dit Curtis simplement. Oui, elle l'est. Il tapa sur le toit de la voiture. On reste en contact. Curtis conduisit jusqu'à l'hôpital, récupéra Ethan, qui avait été autorisé à sortir, et l'emmena dans un hôtel. Le Ridgewood Inn n'était pas chic, mais il était propre et chaud et loin du 347 Maple Drive. Ethan était silencieux, s'accrochant à la main de Curtis. En route vers leur chambre, Curtis s'était arrêté chez Target pour acheter à son fils de nouveaux vêtements, des jouets, n'importe quoi pour que ça ressemble moins au traumatisme que c'était. Ethan demanda « Papa, on rentre à la maison ? Pas dans cette maison. Mon grand, on va trouver un nouvel endroit, juste toi et moi, et maman. » Curtis s'assit sur le lit de l'hôtel, attira Ethan sur ses genoux. « Maman a fait de mauvais choix. Elle t'a blessé, et ce n'est pas OK. Elle va devoir répondre de ça. Je ne veux plus jamais voir grand-mère. Tu ne la verras pas, je te le promets. » Curtis tenait ses promesses. Au cours de la semaine suivante, Curtis traversa le monde comme un fantôme. Il engagea un avocat pour le divorce, Ken Hurd. Connu pour être impitoyable et cher, le contrat prénuptial était blindé, mais Ken l'assura qu'il pouvait se battre pour la garde complète, basée sur les accusations de mise en danger. « Avec cette vidéo, aucun juge saint d'esprit ne donnera la garde à votre femme, » dit Ken. « Catherine Kane est toxique comme l'enfer. Et votre femme l'a habilitée ? On peut faire marcher ça ?» Curtis garda aussi son rendez-vous avec Lance Conrad. Le bureau du détective privé était dans un bâtiment banal du bas Manhattan, 3 étages sans ascenseur. Lance lui-même était dans la cinquantaine. Chauve avec les yeux fatigués d'un homme qui avait vu trop du côté laid de l'humanité. « J'ai regardé votre situation ?» dit Lance, faisant signe à Curtis de s'asseoir. « Votre femme et votre belle-mère ont fait les nouvelles, cas de mise en danger d'enfant. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Vous voulez des saletés sur elle ? Je veux tout. » Lance ouvrit un dossier. J'ai fait des fouilles préliminaires. Catherine Kane, née Catherine Ashford. Vieille fortune. Famille du Connecticut. Mariée à Douglas Kane il y a 35 ans. Il est mort d'une crise cardiaque il y a 10 ans. Lui a tout laissé. Elle siège à des conseils, fait du travail caritatif, très visible dans les cercles sociaux et les choses qui ne sont pas visibles. Lance sourit. Fin et connaisseur. Maintenant, on parle. Le premier mari de Catherine n'était pas Douglas Kane. Elle s'est mariée à 19 ans à un homme nommé Glenn Quinn. Le mariage a duré 2 ans, c'est terminé quand Quinn a disparu. Jamais retrouvé. Déclaré légalement mort après 7 ans, Catherine a hérité de l'argent de sa famille. Il possédait une entreprise textile. Curtis se pencha en avant. Disparu. Comment ? Accident de bateau, supposément. Ils étaient sur le Long Island Sound. Une tempête est arrivée. Quinn est passé par-dessus bord. Catherine était le seul témoin. Les gardes-côtes ont trouvé le bateau. Jamais trouvé le corps de Quinn. Vous pensez qu'elle l'a tué ? Je pense que c'est pratique. Mais c'était il y a 33 ans. Dur de prouver quoi que ce soit maintenant. Lance tourna une page. Après Quinn. Catherine s'est faite discrète quelques années, puis a épousé Douglas Kane. Il était plus âgé, riche, avait déjà des problèmes cardiaques. Catherine était son infirmière. Jésus, et ça s'améliore. Douglas a changé son testament 3 fois en 10 ans de mariage. Chaque fois, Catherine en obtenait plus. Ses enfants de son premier mariage en obtenaient moins. Au moment de sa mort, Catherine héritait de tout. Ses enfants ont contesté le testament, alléguant influence indue, mais les avocats de Catherine les ont écrasés. Curtis sentit quelque chose de sombre et froid se former dans sa poitrine. Quoi d'autre ? Laurel, votre femme, enfant unique, gâtée pourrie. 3 arrestations à l'adolescence, tous scellés comme dossier juvénile, tous payés pour disparaître. Conduite en état d'ivresse à 16 ans. Agression à 17 ans, a battu une autre fille si fort qu'elle a eu besoin de chirurgie reconstructive. Et possession avec intention de distribuer à 18 ans, Catherine a tout fait disparaître. Aggression. La victime était la sœur cadette de Tyler Ashford, Melissa. Tyler était le petit ami de Laurel à l'époque. Melissa a prétendu que Laurel l'avait attaqué par jalousie, pensait que Melissa flirtait avec Tyler. Catherine a payé la famille Ashford 2 millions de dollars pour garder le silence et abandonner les charges. Curtis se rappelait les commentaires de Catherine sur Tyler Ashford. Comment Laurel aurait pu l'épouser ? Que s'est-il passé entre Tyler et Laurel ? Tyler a rompu après l'agression. Sa famille ne voulait plus rien avoir avec les Kane après ça. Tyler a épousé quelqu'un d'autre ? Déménagé en Californie ? J'ai entendu que Catherine ne lui a jamais pardonné d'avoir abandonné Laurel.
Curtis se frotta le visage. Il avait épousé une famille de monstres et ne l'avait jamais su. Il y a plus, dit Lance, les œuvres de charité de Catherine. 3 d'entre elles, la Fondation Kane pour le bien-être des enfants, l'initiative artistique Ashford Kane et le fonds de bourse Douglas Kane Memorial. J'ai fait regarder leurs déclarations publiques par un ami comptable. Les fondations encaissent environ 5 millions de dollars par an en dons. Peut-être 10% vont vraiment au travail caritatif. Le reste aux coûts administratifs. Salaires, événements, s'éclaircit la gorge. Catherine se paie 400 000 dollars par an comme directrice de l'œuvre pour enfants. C'est légal. Malheureusement, tant qu'une partie de l'argent va à la cause réelle, les organismes sans but lucratif peuvent payer les administrateurs ce qu'ils veulent. C'est une arnaque, mais une arnaque permise. Catherine utilise les fondations pour maintenir son statut social, obtient des déductions fiscales et se paye une fortune pour ne rien faire essentiellement. Curtis pensa à Catherine riant pendant qu'Ethan gelait, à Laurel debout là à regarder. Il pensa au contrat prénuptial conçu pour le piéger, à 8 années à être traité comme moins qu'humain. Est-ce que quoi que ce soit de cela peut être utilisé contre elle légalement? Le truc des fondations. Peut-être j'ai besoin de creuser plus profond, mais s'il y a de la fraude réelle, comme si elle détourne de l'argent vers des sociétés fictives ou déclare de fausses dépenses, on pourrait le signaler à l'IRS. C'est un crime fédéral? Lance marqua une pause. Mais M. Cohen, vous ne m'avez pas engagé juste pour des saletés légales. N'est-ce pas? Non? Alors soyons clairs, je trouve des informations, ce que vous en faites est votre affaire. Je ne pose pas de questions, je ne témoigne pas. Et si ça tourne mal, vous n'avez jamais entendu mon nom? Compris? Bien. Lance sortit un autre dossier. Je continue à creuser. Donnez-moi 2 semaines, j'aurai tout. Financier, associé, enemies, secrets. Quoi que vous planifiez, vous aurez des munitions. Curtis quitta le bureau avec le premier dossier, celui contenant l'histoire de Catherine. Il le lut 3 fois dans le train de retour à Brooklyn. Glenn Quinn, le premier mari de Catherine. Disparu il y a 33 ans, jamais retrouvé. Curtis pensa à la justice, aux preuves, à la différence entre ce que la loi pouvait prouver et ce qui était vrai. Il pensa à appeler Hector à nouveau, mais pas encore. D'abord, il avait besoin de tout savoir. Ensuite, il pourrait décider comment l'utiliser. L'audience pour la garde était prévue dans 3 semaines. Catherine avait été libérée sous caution en quelques heures. Son avocat, un requin nommé Ralpho DS, avait argumenté qu'elle était un pilier de la communauté sans risque de fuite. Laurel avait été libérée aussi aux frais de Catherine. Curtis avait une ordonnance restrictive gardant les 2 femmes éloignées d'Ethan. Ken Heard avait déposé des papiers d'urgence pour la garde et le juge, Dieu merci, avait tranché en faveur de Curtis en attendant une audience complète. La vidéo est accablante, expliqua Ken, mais l'avocat de Catherine va argumenter que c'était une erreur unique de jugement, que Catherine a été une grand-mère dévouée, que séparer Ethan de sa mère est traumatisant. Ils vous peindront comme vindicatif. Utilisant votre fils comme une arme dans un divorce, je protège mon fils de gens qui ont essayé de le tuer. Je sais ça, vous savez ça? On doit faire en sorte que le juge le sache. Ken s'adossa dans son fauteuil. Comment est de votre passé? Quelque chose qu'il pourrait utiliser contre vous. Curtis pensa à Hector, à l'effraction, à engager Lance Conrad pour creuser des saletés. Je suis clean, bien, restez-le. Pas de contact avec votre femme ou votre belle-mère. Peu importe quoi, ils essaieront de vous provoquer, de vous faire faire quelque chose de stupide. Ne leur donnez pas de munitions. Curtis tint parole, il les évita, mais il n'arrêta pas de se préparer. Lance Conrad livra son rapport complet 2 semaines plus tard. Curtis le lut dans un café à Manhattan, Ethan à l'école, le monde bougeant autour de lui, tandis qu'il absorbait les profondeurs du mal de Catherine Kane. Le rapport faisait 147 pages. La disparition de Glenn Quinn n'était pas la seule mort suspecte dans l'orbite de Catherine. La première femme de Douglas Kane était morte dans un accident de voiture 5 ans avant que Douglas ne rencontre Catherine. L'accident avait été jugé dû à une défaillance des freins. Mais les enfants de Douglas avaient toujours suspecté un sabotage. La femme conduisait la voiture de Douglas, qu'il venait de faire réviser. Douglas lui-même avait survécu à 2 accidents avant son attaque cardiaque fatale, une chute dans les escaliers qui lui avait cassé la hanche et une intoxication alimentaire qui l'avait hospitalisé 1 semaine. Catherine avait été là pour tout. Lance avait aussi trouvé des preuves de fraude financière.
La fondation Kane pour le bien-être des enfants payait des honoraires de consulting à 6 chiffres à des sociétés fictives possédées par des amis de Catherine, une société gérée par l'ancienne colocataire de fac de Catherine, Sandra Gutiérrez, avait reçu 800 000 $ sur 2 ans pour des services de planification d'événements. Lance n'avait pas trouvé de preuves d'événements réels. Une autre société fictive possédée par un homme nommé Willard Jones, ancien conseiller financier de Catherine, avait été payé 2 millions de $ pour du consulting opérationnel. Willard Jones était mort il y a 3 ans. Les paiements continuaient. Quelqu'un commet une fraude en utilisant la société d'un homme mort. Avait écrit Lance dans le rapport, soit Catherine ne sait pas qu'il est mort, ce qui semble improbable, soit elle se paie sciemment via sa société fictive, c'est du détournement de fonds d'un organisme sans but lucratif, crime fédéral, 5 à 10 ans, 6 condamnés, Curtis avait ce qu'il lui fallait pour l'approche légale, il pouvait signaler Catherine à l'IRS, au procureur général de l'État, au conseil de surveillance des organismes sans but lucratif. Elle pourrait être enquêtée, inculpée, peut-être condamnée, mais Curtis avait lu assez. Il comprenait que Catherine Kane avait probablement tué au moins 2 personnes, peut-être 3. Elle avait abusé et volé des œuvres de charité destinées à aider les enfants tout en riant de son propre fils, gelant à mort. La loi était trop lente, trop incertaine, trop facile à manipuler avec de l'argent et des avocats. Curtis avait besoin d'autre chose. Il appela Hector Duke. Ils se rencontrèrent au Prospect Park à minuit, les 2 hommes debout près du lac pendant que la ville dormait. « Tu es prêt à finir ça ?» demanda Hector. « J'ai besoin de savoir ce que tu peux faire. Ça dépend de ce que tu veux faire. » Curtis sortit son téléphone, montra le rapport à Hector. « Ces femmes sont des monstres. Elles ont tué des gens, volé des œuvres de charité, torturé mon fils. La loi pourrait les toucher, ou pas. J'ai besoin de garanties. » Hector lut le résumé, siffla bas. « Ta belle-mère est une vraie pièce, hein? Peux-tu les faire disparaître ? » ?»« Je peux, mais ce n'est pas ce que tu veux. » Curtis le regarda. « Que veux-tu dire ? Tu veux qu'elles souffrent ? Tu veux qu'elles souffrent comme elles ont fait souffrir ton garçon ? Tu veux une justice qui ressemble à de la justice ?» Hector rendit le téléphone. « Disparaître est trop facile. Elles ont besoin de tomber publiquement, spectaculairement. Elles ont besoin de tout perdre et de savoir qu'elles l'ont perdu. Peux-tu faire ça ? Pas seul. Mais je connais des gens qui peuvent manipuler des enregistrements, planter des preuves, créer des pistes qui mènent exactement où on veut. Tu as le mobile ? Ce rapport montre de la fraude. Peut-être du meurtre. On a juste besoin de s'assurer que les bonnes personnes le trouvent de la bonne façon, au bon moment. Ce n'est pas assez, dit Curtis. Je veux qu'elle ressente ce qu'Ethan a ressenti. Je veux qu'elle soit effrayée, impuissante, suppliantesse, puis je veux qu'elle soit détruite. Hector sourit et ce n'était pas un joli sourire. Maintenant tu parles. Voici ce qu'on fait. Curtis écouta tandis qu'Hector exposait un plan illégal, dangereux et absolument parfait. Ça prendrait 3 semaines à mettre en place, 3 semaines pour rassembler les matériaux, coordonner avec les gens d'Hector, positionner toutes les pièces sur l'échiquier, 3 semaines jusqu'à l'audience de garde où Curtis affronterait Catherine et Laurel au tribunal, 3 semaines jusqu'à ce que Curtis Cohen arrête d'être l'homme qui compromisait et devienne l'homme qui brûlait tout. Une question, dit Hector, tu es sûr de vouloir faire ça ? Une fois commencé, pas de retour en arrière, ce ne sont pas des blagues ou des tactiques d'intimidation. Ce qu'on planifie est criminel. Si ça tourne mal, tu pourrais perdre ton fils, ta liberté, tout. Curtis pensa au petit poing d'Ethan cognant à cette porte, il pensa au rire de Catherine, il pensa à Laurel regardant, ne faisant rien. Je suis sûr, alors donnons à ces monstres ce qu'elles méritent. Les 2 hommes se serrèrent la main et Curtis Cohen franchit une ligne qu'il n'avait jamais pensé franchir. Il ne ressentit aucun regret. L'audience de garde eut lieu un jeudi matin début mars. Curtis arriva avec Kennard, vêtu d'un costume qu'Audrey O'Connor l'avait aidé à choisir. Conservateur, respectable, le costume d'un bon père. Catherine et Laurel étaient assises de l'autre côté de la salle d'audience avec Ralph ODS. Catherine dans une robe de designer qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Curtis. Laurel paraissant mince et hantée. La juge Emena Peterson présidait, une femme sans fioriture dans la soixantaine connue pour privilégier le bien-être des enfants sur les droits parentaux. Curtis l'avait recherchée, trouvé des cas où elle avait terminé des droits parentaux pour bien moins que ce que Laurel avait fait. L'audience commença avec Ken présentant les preuves vidéo, le footage de sécurité d'Audrey, la chronologie, les rapports de police. Curtis observa le visage de la juge, tandis qu'Ethan apparaissait à l'écran, à moitié nu dans le froid, cognant à la porte pendant que Catherine regardait.
L'expression de la juge Peterson se durcit. Ralph ODS essaya de le minimiser. Erreur momentanée de jugement. Stress familial. Laurel était sous l'influence indue de sa mère et regrettait profondément ses actions. Il peignit Laurel comme une victime de la manipulation de Catherine, argumenta que séparer Ethan de sa mère causerait plus de mal que de bien. Mademoiselle Cohen s'est inscrite à des cours de parentalité. Elle a subi une évaluation psychologique et a été déclarée apte pour des visites supervisées par le docteur Abraham Mullins. Elle aime son fils et a fait une terrible erreur, mais elle mérite une chance de se racheter. Ken Hurd se leva. Votre honneur. L'accusée n'a pas juste fait une erreur. Elle a activement participé à la torture d'un enfant. La vidéo la montre en train de déshabiller son fils de 6 ans jusqu'à son caleçon, regardant sa mère le traîner dehors, et puis ne faisant rien pendant 18 minutes tandis qu'il gelait. Les paramédics ont témoigné que 10 minutes de plus et cet enfant aurait pu mourir. Ce n'était pas une erreur momentanée, c'était une cruauté délibérée, prolongée. La juge Peterson regarda Laurel. « Mademoiselle Cohen, avez-vous quelque chose à dire ?» Laurel se leva. Sa voix tremblante allia « Votre honneur. J'avais peur de ma mère. Je sais que ce n'est pas une excuse. Mais c'est la vérité. Elle contrôlait tout. Mon argent, ma maison, ma vie. Quand elle m'a dit de mettre Ethan dehors, j'ai pensé qu'elle le laisserait rentrer après 1 minute. Je ne savais pas qu'elle verrouillerait la porte. J'ai essayé de discuter, mais elle... La vidéo vous montre en train de faire les 100 pas, interrompit la juge Peterson. Vous aviez un téléphone ? Vous auriez pu appeler à l'aide ? Vous auriez pu ouvrir la porte vous-même ? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Le visage de Laurel s'effondra. Je ne sais pas, j'avais peur, j'étais stupide. Je suis tellement désolée. Catherine se leva alors, impérieuse et froide. Votre honneur. J'assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. C'était moi qui ai pris la décision. Ma fille suivait simplement mes conseils comme elle l'a toujours fait. Je croyais que l'enfant avait besoin de discipline et j'ai mal évalué la sévérité du temps. C'était mal et j'accepte les conséquences. Curtis sentit la rage le traverser. Catherine essayait encore de contrôler le récit, encore de protéger Laurel en prenant seule la faute. La juge Peterson parut peu impressionnée. « Madame Ken, vous n'êtes pas partie à cette audience de garde. Votre acceptation de responsabilité était notée, mais ce tribunal est concerné par le fait que mademoiselle Cohen soit apte à être parent. Elle l'est, insista Catherine. Avec une supervision appropriée, avec mes conseils retirés de l'équation, Laurel est une mère aimante. Vos conseils ont presque tué un enfant, claqua la juge. Asseyez-vous. Madame Kane, l'audience dura des heures, gars. Curtis témoigna sur l'état d'Ethan, sur le séjour à l'hôpital, sur les cauchemars que son fils avait maintenant. Il témoigna sur 8 années de contrôle de Catherine, sur l'incapacité de Laurel à tenir tête à sa mère, sur ses peurs pour la sécurité d'Ethan. Audrey O'Connor témoigna aussi, décrivant ce qu'elle avait vu, l'horreur de regarder un enfant gelé. Le détective Cully témoigna sur l'enquête, sur le manque complet de remords de Catherine lors du premier interrogatoire. Le docteur Muller, la paramédic, témoigna sur l'hypothermie, sur à quel point Ethan avait été proche d'une blessure permanente ou de la mort. À la fin, Curtis vit la décision de la juge dans ses yeux avant même qu'elle ne parle. « J'ai présidé de nombreux cas difficiles, dit la juge Peterson, mais j'ai rarement vu des preuves aussi claires d'inaptitude parentale. Mademoiselle Cohen, vous avez mis en danger la vie de votre enfant par inaction et mauvais jugement. Que vous ayez été sous l'influence de votre mère ou non, vous aviez le devoir de protéger votre fils et vous avez échoué de manière catastrophique. » Laurel pleurait. Catherine était assise, impassible. J'accorde à M. Cohen la garde physique et légale complète de l'enfant mineur, Ethan Cohen. Mademoiselle Cohen, vous serez autorisée à des visites supervisées seulement, en attendant l'achèvement d'une thérapie ordonnée par le tribunal et de cours de parentalité. Ces visites seront supervisées par un moniteur nommé par le tribunal, pas par un membre de la famille. Si vous montrez un progrès réel, on pourra revoir l'arrangement dans 6 mois. Ken Hurd serra l'épaule de Curtis. Ils avaient gagné. De plus, continua la juge. Je recommande que le bureau du procureur poursuive des charges criminelles contre mademoiselle Cohen et madame Kane dans toute la mesure de la loi. Ce tribunal trouve des preuves claires et convaincantes de mise en danger d'enfants. Et les 2 femmes devraient faire face à des conséquences criminelles. Catherine se leva. Votre honneur. Je dois objecter. Vous n'avez pas le standing pour objecter. Madame Kane, cette audience est close. Curtis sortit de la salle d'audience avec la garde de son fils assuré et son ex-femme en larmes. Ça aurait dû ressembler à une victoire, ça l'était en partie,
Mais Curtis savait que ce n'était que le premier coup. Le vrai jeu allait commencer. Ce soir-là, la phase 1 du plan d'Hector fut lancée. Curtis était à la maison avec Ethan, lui lisant une histoire au coucher quand son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. C'est fait. Curtis attendit qu'Ethan soit endormi, puis vérifia les nouvelles. Enquête fédérale lancée sur la Fondation Kane pour le bien-être des enfants. L'article détaillait un tuyau anonyme à l'IRS sur des irrégularités financières à l'œuvre phare de Catherine Kane. Des documents avaient fuité montrant des paiements à des sociétés fictives, des fonds manquants, des rapports de dépenses falsifiés. L'IRS avait publié un communiqué. Nous enquêtons sur des allégations de fraude et de détournement. C'est une enquête en cours et nous ne pouvons commenter plus pour l'instant. Curtis sourit. Lance Conrad avait préparé les documents. Les gens d'Hector les avaient fuités aux bons journalistes, aux bons enquêteurs avec assez de preuves pour déclencher une enquête formelle. La réputation parfaite de Catherine Kane commençait à craqueler. Le lendemain matin, le visage de Catherine était aux nouvelles. Des reporters campèrent dehors sa maison, hurlant des questions sur la fraude et les fonds caritatifs manquants. Les autres membres des conseils de ces fondations se distançaient prétendant n'avoir aucune connaissance d'irrégularité financière. Le téléphone de Curtis sonna. Laurel. Il faillit ne pas répondre, mais la curiosité l'emporta. « Curtis, s'il te plaît, tu dois nous aider ?»« Vous aider ?» L'IRS gèle les comptes de maman. Ils enquêtent sur les 3 fondations. Les avocats disent qu'elle pourrait être inculpée de crimes fédéraux. Et les médias, ils détruisent sa réputation. Tout ce qu'elle a construit, ça s'effondre. « Bien, » dit Curtis platement. « Curtis, s'il te plaît, je sais que ce qu'on a fait était mal, mais c'est trop. Elle va tout perdre. Elle mérite de tout perdre. Elle a torturé notre fils. Elle a volé des œuvres de charité destinées à aider les enfants. C'est un monstre, Laurel. C'est ma mère. C'est la raison pour laquelle tu as presque tué Ethan. Silence. Puis calmement. Et je sais que je ne peux pas réparer ça. Mais Curtis, s'il te plaît, je te supplie, s'il reste une once de miséricorde en toi, un souvenir de ce qu'on était, aide-nous. Curtis pensa à la miséricorde. Il pensa au rire de Catherine, aux mains gelées d'Ethan, à 8 années à être traité comme de la merde. « Non !» dit-il. « Tu as fait ton choix quand tu es resté là à regarder. Maintenant, vis avec. » Il raccrocha. Au cours de la semaine suivante, l'enquête s'intensifia. L'IRS trouva plus d'irrégularités. Catherine s'était payée via des sociétés fictives de mort pendant des années. Le détournement total était estimé à plus de 3 millions de dollars. Les procureurs d'État annoncèrent qu'ils déposaient des charges criminelles. Les avocats de Catherine, les meilleurs que l'argent pouvait acheter, ne purent l'arrêter. Les preuves étaient trop claires, trop accablantes, et Curtis observa tout se dérouler, sachant que ce n'était que le début. Hector appela. « Prêt pour la phase 2 ?»« Quelle est la phase 2 ?» Les faire ressentir ce que ton garçon a ressenti, la peur, l'impuissance, le froid. Curtis se rappelait sa promesse à Ethan, « Grand-mère ne s'approchera plus jamais de toi ». Il pensa à la justice, à la proportionnalité, à la ligne entre vengeance et fureur justifiée. « Dis-moi le plan », dit Curtis. Hector le fit. C'était cruel, c'était illégal, c'était parfait. « Fais-le », dit Curtis. Catherine Kane avait vécu dans son manoir à Ridgewood pendant 15 ans. C'était son sanctuaire, sa forteresse, le symbole de sa richesse et de son pouvoir. Un mardi soir fin mars, ça changea. Curtis avait un alibi. Il était à une pièce de théâtre scolaire avec Ethan, des dizaines de témoins, photos horodatées. Il n'était nulle part près de Ridgewood quand ça arriva. L'équipe d'Hector était professionnelle. Ils attendirent que Catherine et Laurel soient toutes deux à la maison, que les lumières s'éteignent, que la maison soit sombre et calme, puis ils coupèrent l'électricité. Catherine se réveilla dans l'obscurité et le silence. Pas de chaleur, pas de lumière, pas de service téléphonique. Ils brouillèrent les signaux cellulaires dans la zone. Elle essaya de partir. Les portes étaient scellées de l'extérieur, renforcées d'une manière ou d'une autre. Les fenêtres ne s'ouvraient pas. Hector avait planifié ça parfaitement. La température dans la maison baisserait lentement, degré par degré, jusqu'à matcher celle qu'Ethan avait vécue, ici. Bien sûr, l'équipe d'Hector avait des sécurités, des caméras cachées pour surveiller Catherine et Laurel, des capteurs médicaux pour s'assurer qu'elles ne meurent pas vraiment. Le plan était de les laisser souffrir exactement 18 minutes à la température la plus froide, puis restaurer la chaleur et les libérer. 18 minutes, juste comme Ethan. Curtis regarda le flux en direct de son téléphone. Ethan endormi à l'étage, inconscient. Catherine et Laurel blottis ensemble dans le noir.
enveloppée dans des couvertures. Devenant plus froide, Catherine essaya d'appeler à l'aide. Pas de signal. Elle essaya de casser une fenêtre. Verre renforcé ne se brisait pas. Elle commença à comprendre. La température baissa 10 degrés Celsius. Cardio is the go. Laurel pleurait, suppliant sa mère de faire quelque chose. Catherine, pour la première fois que Curtis l'avait vue, paraissait effrayée. Droit du dessous, zotidari. Elle tremblait maintenant, dents claquant, peau pâle. La voix d'Hector vint par le téléphone de Curtis. Température atteinte. Début du timer de 18 minutes. Curtis regarda Catherine Kane expérimenter l'impuissance. Il la regarda griffer les portes, hurler à l'aide, qui ne viendrait pas, s'enrouler autour de sa fille, essayant de conserver la chaleur. Il la regarda se briser. À la minute 15, Catherine sanglotait, suppliant Dieu pour la miséricorde. À la minute 18, la chaleur se ralluma, les portes se déverrouillèrent, le signal cellulaire revint. L'équipe d'Hector était partie avant que Catherine ne puisse même se lever. La police arriva 1 heure plus tard, répondant à l'appel frénétique de Catherine sur une invasion domiciliaire, enlèvement et tentative de meurtre. Mais il n'y avait pas de preuves, pas de signe d'entrée forcée, pas d'empreinte, pas d'ADN. Les caméras de sécurité avaient mystérieusement dysfonctionné pendant le cadre temporel exact. La panne d'électricité fut attribuée à une défaillance du réseau affectant tout le quartier, sauf que d'une manière ou d'une autre, seule la maison de Catherine avait expérimenté la chute extrême de température. La police enquêta mais ne trouva rien. Curtis reçut un message d'Hector. « Elles savent ce que ça fait maintenant. Phase 2 complète. » Curtis sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. Pas de satisfaction, pas tout à fait. Mais un sens d'équilibre restauré. Catherine l'appela le lendemain, sa voix rauque. « C'était toi ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu nous as fait ça ? Toi et qui que tu es engagé ? On aurait pu mourir. » « Drôle, dit Curtis. Ethan a presque mourir. Aussi, tu as regardé ça arriver et ri. C'est différent. Pourquoi ? Plus importante, plus méritante de la vie ? Vous ne l'êtes pas. Vous êtes juste des gens qui pensaient être au-dessus des conséquences. Curtis marqua une pause. Comment ça faisait ? Catherine. Être si froide, si effrayée. Silence. Maintenant, tu sais, dit Curtis. Maintenant, tu comprends ce que tu as fait à mon fils. Il raccrocha. Le procès criminel commença en avril. Catherine faisait face à 15 charges fédérales. Fraude, détournement, évasion fiscale. Laurel avait pris un accord de plaidoyer, accepté de témoigner contre sa mère en échange de charges réduites. Curtis assista à chaque jour du procès. Assis dans la galerie, regardant l'empire de Catherine s'effondrer, l'accusation fut minutieuse. Ils présentèrent des preuves de sociétés fictives, documents falsifiés, fonds volés. Ils appelèrent des témoins, anciens membres de conseil qui témoignèrent sur le contrôle financier de Catherine, donateurs qui avaient été mentis, œuvres de charité pour enfants qui n'avaient jamais reçu l'argent que Catherine prétendait avoir distribué. La recherche de Lance Conrad avait été inestimable. Chaque saleté, chaque secret, tout sortit. La défense essaya de peindre Catherine comme une femme âgée confuse qui avait fait des erreurs comptables, qui avait fait confiance aux mauvais conseillers, mais le jury vit clair. Au 15e jour du procès, Catherine Kane fut déclarée coupable sur tous les chefs. Curtis était là quand le verdict fut lu. Il regarda le visage de Catherine blanchir, la regarda s'effondrer dans son fauteuil. La sentence était fixée pour 2 mois plus tard. Entre-temps, Catherine perdit tout. Ses actifs furent gelés, sa maison saisie, ses fondations dissoutes. Les conseils, où elle siégeait depuis des décennies, demandèrent sa démission. Les amis de la société qui avaient autrefois courtisé sa faveur traversaient maintenant la rue pour l'éviter. Laurel, dans le cadre de son accord de plaidoyer, dut témoigner sur les crimes de sa mère. Elle admit savoir pour la fraude, avoir aidé à la couvrir, avoir été complice des schémas de Catherine. Mère et fille se tournèrent complètement l'une contre l'autre. Curtis reçut des rapports de visite supervisés sur le temps de Laurel avec Ethan. Le moniteur du tribunal nota que Laurel semblait déconnectée et déprimée, qu'elle pleurait pendant les visites, qu'Ethan était mal à l'aise autour d'elle. Après 6 semaines, Laurel arrêta de demander des visites tout court. Elle appela Curtis une dernière fois. « Je pars ça ?» dit-elle. « Je ne peux plus faire ça. Le procès, les médias, ce que tu nous as fait dans la maison. Je ne peux pas. Je prends mon accord de plaidoyer. Je purge mes 6 mois. Et puis je suis parti. Je quitte New York. Peut-être le pays. Je ne veux pas la garde d'Ethan. Je ne veux rien. Et ton fils ? Il était mieux sans moi. On le sait tous les deux. » Sa voix se brisa. « Tu gagnes. Curtis, tu nous as détruites.
J'espère que ça en valait la peine. Ça l'était, dit Curtis et le pensait. Laurel raccrocha. Curtis n'entendit plus jamais parler d'elle. La sentence de Catherine arriva en juin. Curtis amena Ethan à l'école, puis conduisit au tribunal seul. La salle était bondée. Medius, procureur, gens des œuvres de charité que Catherine avait volées. Le juge Arturo Asavdo présidait. Un homme sévère connu pour des sentences dures dans les cas de fraude. Catherine se leva pour la sentence, paraissant 20 ans plus vieille qu'il y a 4 mois. La prison, en attendant le procès, n'avait pas été clémente avec elle. « Madame Kane, dit le juge Asavdo, vous avez été confiée aux soins d'enfants vulnérables via votre travail caritatif. Au lieu de les aider, vous leur avez volé, vous avez fraudé des donateurs, détourné des millions et vécu une vie de luxe bâtie sur des mensonges. Vous n'avez montré aucun remords, aucune conscience, aucune miséricorde. » L'avocat de Catherine essaya d'argumenter pour la clémence. Catherine avait 63 ans, aucun antécédent, peu susceptible de récidiver. Le juge resta impassible. « Je vous condamne à 12 ans de prison fédérale avec restitution de 2 millions de dollars aux œuvres fraudées. Vous purgerez un minimum de 10 ans avant d'être éligible à la libération conditionnelle. » Catherine s'effondra. Son avocat la rattrapa, mais elle hurlait, criant que c'était injuste, qu'elle avait été piégée. Curtis la regarda être emmenée en menottes, encore en train de protester, encore refusant d'accepter la responsabilité. Il ne ressentit rien d'autre qu'une satisfaction froide. Dehors le tribunal, des reporters essayèrent de l'interviewer. Curtis déclina, il n'avait rien à leur dire. Il conduisit de retour à Brooklyn vers le nouvel appartement qu'il avait loué, petit mais confortable dans un bon district scolaire loin des souvenirs de Ridgewood. Ethan était là avec sa babysitter, Jasmine Pearson, une femme aimable dans la vingtaine qu'Ethan adorait. « Comment ça s'est passé ?» demanda Jasmine. « C'est fini, » dit Curtis. « C'est enfin fini, mais ce n'était pas tout à fait. » Ce soir-là, Curtis reçut un dernier message d'Hector. « Vu les nouvelles, bon résultat. Mais il y a une chose de plus dont on doit parler. » Curtis l'appela. « Quelle chose ?»« Glenn Quinn. » Curtis se figea. « Quoi sur lui ? J'ai fait regarder sa disparition par des gens comme tu as demandé. » On a trouvé quelque chose. Catherine ne l'a pas juste laissé se noyer. Elle l'a drogué d'abord, somnifère dans sa boisson. Puis poussé par-dessus bord, on a trouvé un témoin, un gars qui travaillait à la marina d'où ils ont lancé. Il a vu Catherine se disputer avec Quinn juste avant qu'ils partent. L'a vu mettre quelque chose dans un thermos qu'elle a apporté sur le bateau. Peut-il témoigner 33 ans plus tard? Peut-être, mais voici la chose. Le corps n'a jamais été trouvé, sans reste, sans preuve physique. C'est juste la parole d'un vieil homme contre une criminelle condamnée. Les procureurs pourraient même pas prendre le cas. Curtis y pensa. Catherine était déjà en prison pour 12 ans. Elle avait 63 ans, elle pourrait y mourir. Poursuivre une charge de meurtre vieille de décennies en valait-il la peine? Que penses-tu? Demanda Curtis. Et je pense, dit Hector lentement, que parfois le système en fait assez... Elle est enfermée, sa vie est finie, sa réputation détruite. Peut-être que c'est assez de justice. Curtis considéra, une partie de lui voulait voir Catherine inculpée de meurtre, vouloir voir son visage quand elle réaliserait que même la prison n'était pas sa punition finale. Mais une autre partie, celle qui devait penser à Ethan, à bâtir une nouvelle vie, à avancer, voulait en finir avec les Kane pour toujours. « Laisse tomber, » décida Curtis. « Elle est en prison? C'est assez. Tu es sûr? »« Ouais, je suis sûr. »« D'accord. Alors, on est quitte. Tu as besoin d'autre chose? Tu sais comment me joindre? Mais Curtis, tu as bien fait. Tu as obtenu justice pour ton garçon. La plupart des gens n'obtiennent jamais ça. Merci, Hector. » Pour tout, ils raccrochèrent. Curtis s'assit dans son appartement. Ethan dormant paisiblement dans la chambre voisine et sentit le poids de 4 mois s'envoler de ses épaules. Il avait détruit les gens qui avaient blessé son fils. Il l'avait fait minutieusement, impitoyablement, efficacement, et maintenant il était temps de reconstruire. 6 mois plus tard, la vie de Curtis paraissait complètement différente. Le divorce était finalisé, Laurel avait signé tous les droits parentaux depuis la prison, où elle purgeait sa sentence pour avoir aidé à la fraude de Catherine. Elle sortirait dans 3 mois, mais avait clairement fait comprendre qu'elle ne voulait aucun contact avec Curtis ou Ethan. Curtis avait la garde complète, le contrôle complet de sa vie pour la première fois en 8 ans. Son entreprise de photographie prospérait. Il s'avéra que figurer dans des articles de nouvelles comme Le Père qui avait riposté lui avait donné une publicité inattendue. Les gens voulaient l'engager, le soutenir,
Il avait recommencé à prendre des commandes artistiques, était même courtisé par une galerie à Chelsea. Ethan allait mieux aussi, les cauchemars avaient diminué, il avait commencé une thérapie par le jeu avec une spécialiste des traumatismes nommée Dr. Elaine Howard, et faisait de vrais progrès. Il demandait encore sur sa mère parfois, mais de moins en moins. Quand il le faisait, Curtis était honnête, « Ta maman a fait de mauvais choix. Elle essaie de s'améliorer, mais elle doit le faire loin de nous. » Ethan semblait accepter ça. Curtis avait aussi commencé à sortir, rien de sérieux encore, mais il avait rencontré une femme nommée Joanna Marsh à un des matchs de soccer d'Ethan. Sa fille jouait dans la même équipe. Ils étaient allés prendre un café quelquefois, avaient parlé de parentalité solo, de recommencer. Ça faisait du bien, comme si la vie avançait au lieu de rester piégé dans le passé. Un samedi en novembre, Curtis reçut un appel d'un numéro inconnu. M. Cohen. Ici le détective Cully. Curtis sentit son estomac se serrer. Détective, que puis-je faire pour vous? Je voulais vous mettre à jour sur le cas Catherine Kane. Elle fait appel de sa sentence, alléguant une faute du procureur. Ses avocats ont trouvé des irrégularités dans la façon dont l'enquête a commencé. Spécifiquement, ils questionnent d'où vient l'évidence initiale. Le sang de Curtis se glaça. Lance Conrad. Les documents fuités. Quel genre d'irrégularité? Le tuyau anonyme qui a tout commencé. Les documents fournis à l'IRS. Les avocats de Catherine prétendent qu'ils ont été obtenus illégalement, que quelqu'un a forcé l'entrée dans sa maison ou son bureau et volé des informations confidentielles, puis les a fuités pour la piéger. L'était-il? Je ne sais pas. M. Cohen. L'était-il? Curtis pensa à mentir, puis réalisa que Cully connaissait déjà la réponse. J'ai engagé un détective privé pour regarder le passé de Catherine. Il a trouvé des preuves de fraude et les a signalées aux autorités appropriées. C'est tout ce que je sais. Ce détective a-t-il obtenu les preuves légalement? Vous devrez lui demander. C'est soupira. M. Cohen. Je vais être franc avec vous. Je pense que Catherine Kane est exactement où elle mérite d'être. Je pense qu'elle est un monstre qui a eu ce qui lui arrivait. Mais si des preuves ont été obtenues illégalement, sa condamnation pourrait être annulée. Curtis sentit la panique monter. Que dites-vous? Je dis que si quiconque impliqué dans ce cas a fait quelque chose d'illégal, c'est le moment de s'assurer que ça ne peut pas être prouvé. Détruire des documents, éliminer des témoins, couvrir des traces, parce que les avocats de Catherine sont vicieux, et ils trouveront tout ce qui peut l'exonérer. Curtis comprit, lui donner un avertissement, peut-être même une chance de nettoyer. Merci pour l'avertissement, détective. Et ouais, regardez, hors enregistrement, cette chose avec la panne d'électricité chez Catherine en mars. Celle où elle prétendait que quelqu'un l'avait piégée dedans et baissé la température. Je n'ai jamais cru son histoire. Pas de preuves, pas de témoins, rien. Mais si quelque chose comme ça s'est passé, et si ça venait à la lumière, ça pourrait être utilisé pour vous peindre comme un justicier, pourrait nuire à votre cas de garde, pourrait même vous faire arrêter. Curtis ne dit rien, donc si quelqu'un a fait quelque chose comme ça, continue. Il devrait s'assurer sacrément que personne ne peut jamais le prouver. Pas d'enregistrement, pas de témoins, pas de preuves. Compris? Je comprends? Bien? Prenez soin de vous. M. Cohen. Et de ce garçon à vous? Il raccrocha. Curtis appela immédiatement Hector. On doit se rencontrer maintenant. Ils se rencontrèrent au même endroit, au Prospect Park, deux hommes dans le noir parlant de crime. Catherine fait appel, dit Curtis. Ils enquêtent sur comment les preuves contre elle ont été obtenues. S'ils découvrent sur Lance, sur les documents, ils ne le feront pas, interrompit Hector. Lance est un pro, il a couvert ses traces. Les documents ont été fuités par tant d'intermédiaires que même s'ils remontent, ils heurteront des culs-de-sac. Et la panne d'électricité, la chose chez elle. Pas de preuves, pas de caméra, pas de témoins, pas moyen de prouver quoi que ce soit. C'est sa parole contre rien. Elle peut hurler tant qu'elle veut, mais sans preuve. Elle est juste une folle faisant des accusations. Curtis sentit sa respiration ralentir. « Tu es sûr? »« Je suis sûr. Mais Curtis, c'est un rappel. Ce qu'on a fait, c'était risqué. On s'en est tiré parce qu'on était prudent. Mais tu dois en finir maintenant. Plus de vengeance, plus de schéma. Catherine est en prison. Laurel est hors de ta vie. Tu as ton fils? Pars pendant que tu es en avance. » Curtis savait qu'Hector avait raison. Il avait poussé sa chance assez loin. « Je suis fini, » dit Curtis. « Plus rien? Bien ?» Hector tapa son épaule. « Tu es un bonhomme qui a fait de mauvaises choses pour les bonnes raisons. Ne laisse pas ça te consumer. » Ils se séparèrent et Curtis rentra chez lui auprès de son fils.
Le processus d'appel traîna pendant des mois. Les avocats de Catherine déposèrent motion après motion, essayant de faire rejeter des preuves, de discréditer des témoins. Ils échouèrent, en marche, 1 an après que Curtis ait regardé son fils presque mourir. La cour d'appel confirma la condamnation de Catherine. Les preuves furent jugées admissibles, l'enquête solide. Catherine Kane purgerait 12 ans. Curtis reçut la nouvelle en allant chercher Ethan à l'école. Il s'assit dans sa voiture et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. C'était fini? Vraiment? Vraiment fini. Ce soir-là, il emmena Ethan manger une pizza. Ils s'assirent dans une cabine à leur endroit préféré, Ethan bavardant sur sa journée, sur le projet scientifique sur lequel il travaillait, sur le nouveau ami qu'il s'était fait. Curtis regarda son fils sourire et réalisa que c'était la victoire, pas le drame judiciaire, pas la vengeance, pas l'emprisonnement de Catherine. Ça, son fils, heureux et en sécurité et aimé, papa. Ethan le regarda curieusement. « Tu vas bien ?» Curtis sourit. « Ouais. »« Mon grand gars, je vais super bien. Tu as l'air bizarre, comme si tu allais pleurer. Des larmes heureuses, dit Curtis. Juste en pensant à la chance que j'ai de t'avoir. » Ethan leva les yeux au ciel comme seul un enfant de 7 ans peut le faire. « Tu es mou ? J'ai le droit, je suis ton papa. » Ils finirent leur pizza, rentrèrent à la maison, et Curtis lut à Ethan 3 chapitres de son livre préféré actuel avant le coucher. Tandis qu'il quittait la chambre, Ethan appela « Papa, je suis content que ce soit juste nous, toi et moi. » Curtis se tourna. « Moi aussi, petit, moi aussi. » Il ferma la porte et resta dans le couloir, sentant le poids de l'année passée se transformer en souvenir. Il avait fait des choses terribles, illégales, des choses qui auraient pu le détruire si découvertes. Mais il les referait toutes pour protéger son fils. Curtis Cohen avait appris que le compromis avait des limites, que certaines personnes méritent la destruction, pas la miséricorde, que le système n'était pas toujours suffisant et que parfois il fallait prendre la justice en main propre. Il avait appris qu'il était capable de cruauté quand la cruauté était appelée et qu'il pouvait vivre avec ça. Curtis marcha jusqu'à sa chambre, regarda par la fenêtre le skyline de Brooklyn et pensa à l'avenir. Plus de regard en arrière, plus de rumination sur Catherine et Laurel. Et ce qu'elles avaient fait, en avant, seulement en avant. Il avait un fils à élever, une entreprise à faire grandir, une vie à bâtir. Et pour la première fois en 8 ans, cette vie était entièrement la sienne. Curtis sourit, éteignit la lumière et alla se coucher. Le monstre dans sa vie était en cage. La guerre était gagnée et Curtis Cohen, père, photographe et survivant, pouvait enfin se reposer. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai